Le millionnaire entre dans le restaurant et voit le chaos. Une employée est humiliée par le gérant, sous des regards froids. Il serre les poings. Ça ne peut pas continuer ainsi. Aujourd'hui, il n'est pas juste un client, il est le tournant du jeu. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers les fenêtres du petit jardin. L'un des restaurants les plus prestigieux de la chaîne L'Étoile Montante. Thomas Bonnet ajusta sa simple chemise en coton, un choix délibéré pour se fondre parmi les clients habituels. En tant que propriétaire de l'empire de restauration, il visitait rarement ces établissements incognito, mais quelque chose le tracassait dernièrement. Les scores de satisfaction clients de ce restaurant en particulier avaient baissé, et il devait comprendre pourquoi. Le maître d'hôtel l'installa à une table d'angle, parfaite pour observer toute la salle à manger sans attirer l'attention. Thomas commanda un verre d'eau et fit semblant d'étudier le menu tout en observant chaque détail du service. Le personnel se déplaçait efficacement, mais il y avait une tension dans leurs mouvements, une nervosité qui ne devrait pas exister dans un établissement bien géré. C'est alors qu'il l'entendit, le bruit sec de la porcelaine contre le marbre. Le son trancha le brouhaha ambiant du restaurant comme un couteau, espèce d'incapable. La voix, masculine et dure, résonna dans toute la salle à manger. « Combien de fois dois-je vous expliquer les tâches les plus simples ?» Thomas baissa lentement son menu, son œil exercé identifiant immédiatement l'orateur comme Gérard Dupont, le directeur général du restaurant. La cible de sa colère était une jeune femme, peut-être dans la mi-vingtaine, avec des cheveux blond miel tirés en un chignon soigné. Elle se tenait les épaules voûtées, la tête baissée, les mains tremblant légèrement sur ses côtés. « Je suis désolé, monsieur Dupont, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Cela ne se reproduira. » Plus, c'est ce que vous avez dit la dernière fois et la fois d'avant. Le visage de Dupont avait pris une teinte rouge alarmante. Si vous ne pouvez pas porter correctement les assiettes, peut-être devriez-vous retourner à la plonge. Les autres clients faisaient semblant d'être absorbés par leur repas, mais Thomas pouvait voir leur malaise. C'était exactement le genre de gestion toxique qu'il avait travaillé si dur à éliminer de ses restaurants. Il posa son menu, se préparant à se lever et à intervenir quand quelque chose attira son attention. La jeune femme leva la main pour essuyer une larme, et ce faisant, un petit pendentif se libéra de son col. Thomas se figea, son cœur se mettant soudain à battre la chamade. Le monde autour de lui sembla se brouiller, se concentrant entièrement sur ce seul point de lumière, une étoile dorée, sa surface montrant l'usure subtile des années. Zissaï, mains agrippèrent le bord de la table, tandis que les souvenirs l'assaillaient. Le cri de joie d'une petite fille ouvrant son cadeau pour son 5e anniversaire. Le sourire de sa femme Sophie alors qu'elle attachait le fermoir autour du cou de leur fille Émilie. Les jours frénétiques de recherche, les nuits interminables d'espoir, l'acceptation progressive et écrasante qu'ils ne reverraient là peut-être jamais leur petite fille. Ce pendentif en forme d'étoile avait été fait sur mesure, une pièce unique, avec un motif unique de minuscules diamants sur sa surface. Thomas avait passé d'innombrables heures à étudier des photographies pendant l'enquête, mémorisant chaque détail. Et maintenant, 18 ans plus tard, le voilà, suspendu au cou de cette jeune serveuse réprimandée par son manager. Avec un effort considérable, Thomas se força à rester assis. Son instinct était de se précipiter, d'exiger des réponses, de saisir le pendentif et de l'examiner de près. Mais des années d'expérience en affaires lui avaient appris la valeur de l'observation attentive et de la patience stratégique. Si cette jeune femme était d'une manière ou d'une autre liée à la disparition d'Émilie, tout mouvement brusque pourrait l'effrayer, ou pire, alerter d'autres personnes qui pourraient être impliquées. Il la regarda disparaître dans la cuisine, notant comment elle se déplaçait avec une grâce naturelle malgré sa détresse apparente. Lorsque leur serveur âgé s'approcha à nouveau de sa table, Thomas sourit agréablement. « Cette jeune femme, dit-il avec désinvolture, celle qui a fait tomber les assiettes. Elle semble avoir une mauvaise journée. » Le serveur jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avant de se pencher légèrement. « C'est Sarah Meunier, une fille douce, travailleuse. Mais Monsieur Dupont, elle secoua la tête. Disons simplement qu'il n'est pas la personne la plus facile pour qui travailler. Depuis combien de temps est-elle ici? Sarah? Environ 6 mois, je crois.
Elle est venue avec de hautes recommandations d'un autre restaurant, bien que je ne me souvienne pas lequel. Thomas hocha la tête, son esprit formant déjà un plan. Il devrait être prudent, méthodique. Si Sarah Meunier était effectivement liée à la disparition de sa fille, elle pourrait ne même pas le savoir elle-même. Et ce manager, la réaction disproportionnée de Dupont suggérait quelqu'un avec des secrets à cacher. Il sortit son téléphone et fit semblant de vérifier ses messages. « J'ai peur que quelque chose ne soit survenu, » dit-il au serveur. « Je devrais revenir une autre fois. » En se levant pour partir, il aperçut une dernière fois Sarah à travers les portes de la cuisine. Elle essuyait ses yeux avec le coin de son tablier, le pendentif en étoile captant la lumière. Thomas sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Je reviendrai demain », murmura-t-il pour lui-même en sortant dans l'air du soir. « Et le jour d'après et autant de jours qu'il le faudra, je ne te perdrai pas à nouveau. » Le lendemain matin, Thomas était assis dans son bureau à domicile, entouré de piles de vieux dossiers et de photographies. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'il ouvrait un dossier en cuir usé marqué « Émilie, 2007 ». À l'intérieur, des dizaines d'images montraient une petite fille souriante, aux cheveux blond miel et aux yeux verts vifs. Sur une photo, elle exhibait fièrement son collier en forme d'étoile, le tenant pour la caméra avec ses petits doigts. Il prit son téléphone et composa un numéro familier. « Jacques, c'est Thomas Bonnet. J'ai encore besoin de ton aide. » Jacques Martinez avait été le détective privé sur l'affaire d'Émilie des années auparavant, et bien qu'il ait officiellement pris sa retraite, il acceptait encore occasionnellement du travail de Thomas. « Je pense avoir trouvé quelque chose, Jacques, quelqu'un portant le collier d'Émilie. » Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. « Tu es sûr, Thomas? Nous avons déjà emprunté cette voie auparavant. »« Je sais ce que j'ai vu. La même étoile en pendentif avec la même usure sur la pointe gauche. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur une Sarah Meunier. Elle travaille dans mon restaurant Le Petit Jardin du centre-ville. » Pendant que Jacques commençait son enquête, Thomas s'immergea dans la vérification des antécédents de Gérard Dupont. L'historique d'emploi du manager montrait de fréquents déplacements entre hôpitaux et établissements médicaux avant qu'il n'entre dans l'industrie de la restauration il y a 5 ans. Quelque chose dans ce changement de carrière titillait l'instinct de Thomas. Ce soir-là, Thomas retourna au Petit Jardin, choisissant cette fois une table avec une vue dégagée sur le pupitre d'accueil. Il observa Sarah interagir avec les clients, notant comment elle semblait anticiper leurs besoins avant qu'ils ne demandent. Il y avait quelque chose de familier dans la façon dont elle penchait la tête en écoutant, la même douceur que sa femme Sophie avait toujours manifestée. Dupont apparaissait périodiquement, ses yeux suivant Sarah, avec une intensité qui semblait dépasser la simple préoccupation de supervision. Lorsqu'elle s'approcha de la table de Thomas pour prendre sa commande, il étudia attentivement ses traits. 18 ans auraient changé l'apparence de sa fille, mais certaines choses, la forme de son nez, l'arc de ses sourcils, resteraient constantes. « Bonsoir, monsieur », dit Sarah, sa voix douce mais professionnelle. « Puis-je vous proposer quelque chose à boire pour commencer ?» Thomas commanda un verre de vin qu'il savait prendre du temps à localiser, lui donnant une excuse pour engager la conversation. « Travaillez-vous ici depuis longtemps ?» demanda-t-il avec désinvolture. Une ombre passa sur son visage. « Environ 6 mois. J'étais à la Fourchette d'Or avant ça. »« Ah, je le connais bien, » répondit Thomas, bien qu'il n'ait jamais entendu parler de ce restaurant. « Qu'est-ce qui vous a fait changer ?» La main de Sarah alla inconsciemment à son collier, touchant le pendentif en étoile. Le geste était si familier qu'il lui fit mal au cœur. « J'avais besoin d'un changement, » dit-elle simplement, mais il y avait quelque chose de gardé dans son expression. Plus tard dans la nuit, Jacques appela avec des résultats préliminaires. « Les antécédents de Sarah Meunier sont propres en surface, rapporta-t-il, mais ils sont trop propres. Pas de présence sur les réseaux sociaux avant 5 ans, pas de dossier scolaire auquel je peux accéder. Et écoutez ça, elle aurait été adoptée par une agence qui n'existe plus. » Thomas se pencha en arrière dans sa chaise, digérant cette information. Et Dupont. C'est là que ça devient intéressant. Avant la Restauration, il a travaillé dans 3 hôpitaux différents, tous ayant fait l'objet d'enquêtes pour des pratiques d'adoption irrégulières. Rien n'a jamais été prouvé, mais... « Continue à creuser, » ordonna Thomas. « Et Jacques, j'ai besoin que tu sois absolument discret. Si Dupont est impliqué dans quelque chose d'illégal, je ne veux pas l'effrayer. »
Le jour suivant, Thomas arriva au restaurant juste avant la fermeture. Il regarda par la fenêtre Sarah compter ses pourboires, ses épaules tendues, tandis que Dupont rôdait à proximité. Le comportement contrôlant du manager devenait plus évident à chaque visite. Quand Sarah partit enfin pour la nuit, Thomas la suivit à distance, notant quel bus elle prenait, quel arrêt elle utilisait. Il se sentait mal à l'aise de la suivre ainsi, mais il avait besoin de comprendre sa routine, sa vie. Si elle était vraiment Émilie, il devait savoir qui d'autre pourrait être impliqué dans la dissimulation de son identité. De retour chez lui, Thomas sortit un vieil album photo. Sur la dernière page se trouvait un portrait de famille, pris quelques jours avant la disparition d'Émilie. Thomas, Sophie et leur fille, tous souriant à la caméra. Sophie avait disparu 6 mois plus tard, laissant seulement une note disant qu'elle ne pouvait plus supporter la douleur. La police ne l'avait jamais retrouvée non plus. Thomas toucha doucement la photographie. « Je promets, » murmura-t-il au visage souriant, « je vais découvrir la vérité. Quoi qu'il en coûte, je vais réunir notre famille. » Son téléphone vibra avec un message de Jacques. « Trouvez quelque chose de gros. Les dossiers hospitaliers de Dupont. Il y a un lien avec la disparition de Sophie. On se voit demain ?» Thomas fixa le message, son esprit en ébullition. Les pièces commençaient à s'assembler, mais il sentait qu'il ne faisait qu'effleurer la surface d'un mystère beaucoup plus vaste. Quoi qu'il se soit passé il y a 18 ans, Gérard Dupont était d'une manière ou d'une autre au centre de tout ça. Le soleil s'était à peine levé lorsque Thomas rencontra Jacques à leur endroit habituel, un café tranquille loin de ses restaurants. Le détective privé semblait fatigué, son costume habituellement impeccable légèrement froissé, suggérant qu'il avait travaillé toute la nuit. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé, » dit Jacques, faisant glisser un épais dossier à travers la table. Gérard Dupont n'a pas seulement travaillé dans ces hôpitaux, il était leur coordinateur des dossiers. Il avait accès à tout, certificat de naissance, papier d'adoption, historiques médicaux. Thomas ouvrit le dossier, son café oublié. Le premier document était un dossier d'emploi hospitalier du Centre médical Sainte-Marie, daté d'il y a 18 ans. La signature de Dupont était en bas, avec un nom familier qui glaça le sang de Thomas. Dr Richard Couvreur, le même médecin qui était de service la nuit où Émilie avait disparu de l'aire de jeu de l'hôpital. « Il y a plus », continua Jacques, sa voix basse. « J'ai trouvé un lien avec Sophie. 2 mois après sa disparition, quelqu'un correspondant à sa description a été admis à l'hôpital psychiatrique de Rivière-des-Bois, où Dupont travaillait à l'époque. Le nom de la patiente était listé comme Jeanne Dupont. Les mains de Thomas se crispèrent autour du dossier. Sophie n'a jamais eu d'antécédents de problèmes de santé mentale. Elle était dévastée après la disparition d'Émilie, mais l'admission était involontaire, expliqua Jacques, signé par le docteur Couvreur lui-même. Les dossiers montrent que cette Jeanne Dupont a été libérée après 6 mois, mais il n'y a pas de destination de sortie indiquée. Elle a juste disparu à nouveau. Les implications étaient stupéfiantes. Thomas avait toujours cru que Sophie était partie volontairement, incapable de faire face à la disparition de leur fille. Mais si elle avait été internée de force sous un faux nom? Et Sarah? Demanda Thomas, se forçant à se concentrer sur le présent. Jacques sortit un autre document. Ces dossiers d'adoption sont des faux sophistiqués, assez bons pour passer une inspection superficielle, mais il y a des incohérences. L'agence listée Adoption l'Espoir des Anges a existé pendant exactement 3 ans avant de fermer. Pendant ce temps, ils ont traité 12 adoptions, tous des enfants qui avaient été signalés disparus dans d'autres régions. Thomas se sentit malade. Une opération de trafic, on dirait bien, mais voici la partie vraiment intéressante. L'adresse actuelle de Sarah est un immeuble appartenant à une société écran. La gestionnaire de la propriété est Marguerite Couvreur. Couvreur? Un lien avec le docteur Couvreur? Jacques hocha la tête. Sa femme, elle gère cet immeuble depuis 15 ans, n'accepte que certains locataires, tous des jeunes femmes, toutes avec des antécédents similaires. Adoptées par des agences maintenant disparues, pas de présence sur les réseaux sociaux avant leur identité actuelle, contact minimal avec le monde extérieur. Thomas repensa au comportement nerveux de Sarah, à son isolement au travail, à la façon dont Dupont la surveillait. Ce n'était pas seulement du harcèlement au travail,
C'était de la surveillance. Il les contrôle. Toujours, réalisa-t-il. Toutes ces années plus tard, ils gardent un œil sur les enfants qu'ils ont pris. Mais pourquoi, se demanda Jacques. Pourquoi les garder proches? Pourquoi ne pas simplement... Il s'interrompit, ne voulant pas finir la pensée. Thomas se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Je dois aller au restaurant, le service d'ouverture de Sarah commence dans 1 heure. Thomas, attends. Jacques saisit son bras. Il y a autre chose que tu dois voir d'abord. Il sortit un dernier document, un certificat de naissance. J'ai trouvé ça enfoui dans les archives du comté. C'est le certificat de naissance original d'Émilie, pas celui qu'on nous a montré après sa disparition. Thomas parcourut le document, puis se figea. Sous statut de naissance multiple, il y avait une marque claire. Jumeau A. Elle avait un frère, dit doucement Jacques. Un frère jumeau qui était listé comme mort-né. Sauf que je ne trouve aucune trace d'un enterrement. Aucune documentation au-delà de ce seul bout de papier. Thomas se laissa retomber dans sa chaise, l'esprit en ébullition. Sophie n'avait jamais mentionné de jumeaux. Était-elle au courant? Cherchait-elle les 2 enfants quand elle a disparu? À ce moment-là, son téléphone vibra avec un message de son assistante. Urgence au petit jardin. Sarah Meunier vient de donner son préavis. Dit qu'elle part immédiatement. Je dois y aller, dit Thomas, rassemblant les documents d'une main tremblante. Si nous la perdons maintenant, sois prudent, avertit Jacques. Si Dupont réalise que tu es sur sa piste, qui sait ce qu'il pourrait faire? Ces gens ont réussi à cacher leur opération pendant près de 2 décennies. Thomas se précipita vers sa voiture, l'esprit en ébullition. Il devait empêcher Sarah de partir, devait trouver un moyen de la protéger sans tout révéler trop tôt. Et quelque part dehors se trouvait un autre enfant, son fils, et peut-être Sophie, tous liés, par la toile sinistre que Dupont et les couvreurs avaient tissée. Le trajet jusqu'au petit jardin n'avait jamais semblé si long. Thomas se gara à l'arrière, prévoyant d'entrer par la cuisine. Alors qu'il tendait la main vers la poignée de la porte, un mouvement attira son attention. Dupont était dans son bureau, engagé dans une conversation téléphonique intense. Même à travers la fenêtre fermée, Thomas pouvait voir l'agitation de l'homme. Le téléphone de Thomas vibra à nouveau. Un autre message de son assistante. Sarah, toujours dans le bâtiment. Dupont l'a convaincu de rester pour un entretien de départ. Quelque chose ne va pas. En restant près du mur, Thomas s'approcha de la fenêtre du bureau de Dupont. Le manager était maintenant penché sur son bureau, griffonnant frénétiquement sur un bloc-notes. Thomas put tout juste distinguer les mots « couvreur, problème »,« fille, c'est ». Un bruit soudain venant de l'intérieur du restaurant fit sursauter Thomas et Dupont. À travers la fenêtre de la cuisine, Thomas vit Sarah, reculée d'une carafe d'eau brisée, les mains levées comme pour se rendre. La porte du bureau de Dupont s'ouvrit brusquement, alors que le manager se précipitait vers la cuisine. Thomas savait qu'il devait agir vite. Quoi qu'il allait se passer, il ne pouvait pas laisser Sarah l'affronter seule. Pas encore, pas après. 18 ans de recherche. Les mains de Sarah tremblaient, alors qu'elle essayait de nettoyer la carafe brisée, très consciente des pas de Dupont qui approchaient. Elle n'avait pas eu l'intention de la faire tomber. Elle avait simplement été surprise par le reflet dans les surfaces polies de la cuisine. Pendant un instant, elle aurait juré avoir vu une femme aux cheveux blonds miel comme les siens, l'observant depuis la salle à manger. Cela avait déclenché quelque chose, peut-être un fragment de mémoire, et la carafe avait glissé de ses mains. « Qu'avez-vous encore fait ?» La voix de Dupont était contrôlée, mais Sarah pouvait entendre la tension sous-jacente. Il n'était pas en colère à propos de la carafe brisée, c'était à propos de sa démission. « Je suis désolée, monsieur Dupont, » dit-elle, luttant pour garder sa voix stable. « Je vais nettoyer et payer pour le remplacement. Ce n'est pas ce qui me préoccupe. » Il s'approcha, baissant la voix. « Nous devons discuter de vos projets d'avenir. » La façon dont il le dit lui donna des frissons. Sarah se sentait de plus en plus mal à l'aise ces derniers jours. Le client mystérieux qui ne cessait de l'observer, le comportement de plus en plus agressif de Dupont, et plus inquiétant encore, les étranges souvenirs qui refaisaient surface, des fragments d'une vie dont elle ne se souvenait pas tout à fait. « J'ai trouvé une autre opportunité, » dit-elle prudemment. « Je pense qu'il est temps de changer. » Le visage de Dupont se durcit. « Vous savez que ce n'est pas possible, Sarah. Votre arrangement ici est spécial.
Madame Couvreur a fait de grands efforts pour vous assurer cette position. Sarah fronça les sourcils. Madame Couvreur, la gestionnaire de l'immeuble, qu'est-ce qu'elle a à voir avec mon travail? Avant que Dupont ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit. Thomas Bonnet entra, non plus habillé comme un client décontracté, mais rayonnant d'autorité dans un costume impeccable. « Je pense pouvoir répondre à cette question », dit-il calmement. Dupont se retourna, son visage se vidant de toute couleur. « Monsieur Bonnet, nous ne vous attendions pas. » Clairement pas. Les yeux de Thomas ne quittèrent pas le visage de Sarah. « Mademoiselle Meunier, je m'excuse pour la tromperie de ces derniers jours. Je suis Thomas Bonnet, le propriétaire de ce restaurant et de plusieurs autres. » L'esprit de Sarah s'emballait. C'était l'homme qui l'avait observé, le client qui posait des questions si prudentes. « Pourriez-vous me rejoindre dans mon bureau, s'il vous plaît ?» continua Thomas. « Tous les deux. » Dupont commença à protester, mais Thomas le fit taire d'un regard. Sarah les suivit jusqu'au bureau du manager, le cœur battant. Quelque chose d'important se passait, quelque chose qui ressemblait au rideau se levant sur une scène dont elle ne savait pas qu'elle y jouait. Thomas ferma la porte derrière eux et se tourna vers Dupont. « Gérard, je sais pour l'hôpital Sainte-Marie, pour le docteur Couvreur et les adoptions. » Le visage du manager passa de pâle à livide. « Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Vraiment ?» Thomas sortit son téléphone et lança une vidéo, des images de caméras de sécurité de l'entrée arrière du restaurant. On y voyait Dupont recevant une enveloppe d'une femme que Sarah reconnut comme étant Madame Couvreur. C'était il y a 3 jours. Vous voulez expliquer? La tête de Sarah tournait. Que se passe-t-il? Pourquoi agissez-vous tous les deux comme si cela avait quelque chose à voir avec moi? L'expression de Thomas s'adoucit en la regardant. Parce que cela a tout à voir avec vous. Ce collier que vous portez, d'où vient-il? La main de Sarah vola vers le pendentif en étoile. Je l'ai toujours eu, depuis que je suis petite. Vous souvenez-vous qui vous l'a donné? Elle commença à dire ses parents adoptifs, mais s'arrêta. Le lui avait-il donné? Elle ne se souvenait pas vraiment de l'avoir reçu, juste de l'avoir toujours eu. Il n'y a pas de photo de moi le portant enfant, réalisa-t-elle à voix haute. J'ai juste supposé... Dupont fit un mouvement soudain vers la porte, mais Thomas bloqua son chemin. « Asseyez-vous, Gérard, vous allez tout nous dire. Sur l'hôpital, sur l'opération du docteur Couvreur, sur ce qui s'est vraiment passé, il y a 18 ans. Vous ne comprenez pas, dit Dupont, sa voix tremblante. Ils vont tout détruire. Ils ont des preuves, des documents qui pourraient ruiner des centaines de vies. Y compris des preuves concernant ma femme, exigea Thomas, sur ce qui est arrivé à Sophie Bonnet. Le nom frappa Sarah comme un choc électrique. Sophie Bonnet. Quelque chose à ce sujet résonnait profondément en elle, déclenchant une cascade de souvenirs fragmentés. Un sourire chaleureux, l'odeur de vanille, une voix douce chantant une berceuse. « Je me sens étrange », murmura-t-elle, s'agrippant au bord du bureau de Dupont. La pièce semblait tourner autour d'elle. Thomas se déplaça rapidement à ses côtés, soutenant son coude. « Tout va bien. Respirez profondément. »« Qui êtes-vous » demanda-t-elle, levant les yeux vers son visage. Inquiet. « Vraiment ?» Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone de Sarah vibra avec un message. Elle le sortit automatiquement, puis se figea en lisant le message de Madame Couvreur. « Ne faites pas confiance à Bonnet. Rappelez-vous ce qui est arrivé à votre mère quand elle a posé trop de questions. » Sarah leva les yeux vers Thomas avec un regard neuf, le voyant vraiment pour la première fois. Il y avait quelque chose de familier dans ses traits, quelque chose qui appelait son sang. « Ma mère, dit-elle lentement. Qu'est-il arrivé à ma mère ?» La tension dans la pièce était électrique. Dupont était assis rigide sur sa chaise. Thomas se tenait parfaitement immobile, et Sarah avait l'impression de se tenir au bord d'un précipice, sur le point de tomber dans une vérité qui changerait tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même. Le silence dans le bureau de Dupont s'étirait comme un élastique sur le point de se rompre. Sarah fixait son téléphone, le message menaçant de Madame Couvreur se gravant dans sa rétine. Sa mère, une femme dont elle n'avait aucun souvenir clair, mais dont l'absence avait toujours été comme une douleur physique dans sa poitrine. « S'il vous plaît », murmura-t-elle, regardant tour à tour Thomas et Dupont. «
Quelqu'un, dites-moi la vérité. Thomas sortit une photographie de son portefeuille d'une main tremblante. Elle montrait une famille heureuse. Lui-même, plus jeune et insouciant, une belle femme aux cheveux blonds miel et une petite fille portant un pendentif en étoile familier. « Votre nom, dit-il doucement, votre vrai nom, est Émilie Bonnet. Et cette femme sur la photo est votre mère, Sophie. » Sarah, ou Émilie, sentit le monde basculer sous ses pieds. Elle s'agrippa au bord du bureau de Dupont, ses articulations blanchissant. La photographie semblait pulser d'une énergie propre, l'attirant. Le sourire de cette petite fille, la forme de ses yeux, la façon dont elle tenait sa tête, c'était comme regarder dans un miroir déformé par le temps. « Non, dit-elle, mais même en le niant, des souvenirs commençaient à refaire surface. L'odeur de vanille, dont elle se souvenait, c'était le parfum de sa mère, la berceuse, la voix de sa mère la berçant pour dormir. Ça ne peut pas être. C'est la vérité, insista doucement Thomas. Vous avez disparu de l'aire de jeu de l'hôpital Sainte-Marie il y a 18 ans. Nous avons cherché partout, mais c'était comme si vous vous étiez volatilisé. 6 mois plus tard, votre mère... Arrêtez, cria soudainement Dupont, bondissant sur ses pieds. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. S'il découvre que j'ai laissé cela se produire. Qui, Gérard? Exigea Thomas. Les couvreurs. Quelle emprise ont-ils sur vous? Le visage de Dupont se tordit de lutte intérieure. Ils ont des preuves, des documents, des choses qui pourraient détruire des vies. Pas seulement la mienne, des dizaines de familles, des enfants qui ont été placés, des arrangements qui ont été faits. Vous voulez dire des enfants qui ont été volés, corrigea Thomas, sa voix dure. Comme Émilie. Sarah sentit ses genoux fléchir. Thomas attrapa son bras, l'aidant à s'asseoir. Sur une chaise, son esprit était inondé de fragments de souvenirs. L'air de jeu, une infirmière au visage aimable l'appelant. Un jus au goût sucré qui l'avait rendue somnolente. « Les dossiers de l'hôpital, dit-elle lentement. Vous y travailliez, Monsieur Dupont. Vous les avez aidés à me prendre. » Dupont s'effondra vaincu. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Le docteur Couvreur disait que les enfants n'étaient pas désirés, que nous aidions à les placer dans des familles qui pouvaient leur offrir une vie meilleure. Mais ensuite, j'ai vu les avis de personnes disparues. J'ai vu les parents désespérés. Qui cherchait? Et ma mère? Insista Sarah. Que lui est-il arrivé? Elle a commencé à poser des questions, admit Dupont. Elle venait à l'hôpital presque tous les jours, montrant votre photo à tout le monde. Puis un jour, elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Le docteur Couvreur avec un autre enfant, un qui avait été signalé disparu. Il ne pouvait pas risquer qu'elle aille à la police. Thomas fit un pas vers Dupont, son visage sombre de fureur. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont admise à l'hôpital psychiatrique de Rivière-des-Bois sous un faux nom. Ils ont dit qu'elle était délirante, dangereuse pour elle-même. Le plan était de la garder là-bas jusqu'à ce qu'elle cesse d'être une menace, mais quoi? Elle s'est échappée. Du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je n'ai jamais vu le corps, jamais eu de confirmation. Le docteur Couvreur s'est occupé de tout. Sarah se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. Jamais vu le corps? Vous voulez dire que ma mère pourrait être en vie? Avant que Dupont ne puisse répondre, le téléphone de Sarah vibra à nouveau. Un autre message de Madame Couvreur. Dernier avertissement. Partez maintenant ou subissez les conséquences. Demandez à votre manager ce qui est arrivé aux autres. Qui n'ont pas coopéré. Thomas lut le message par-dessus son épaule, sa mâchoire se serrant. Quels autres, Gérard? Dupont essuya la sueur de son front. Il y a eu des incidents. Des gens qui menaçaient d'exposer l'opération, ils ont eu des accidents, ont disparu. Leurs réputations ont été détruites. Les couvreurs sont des gens puissants. Ils ont des connexions dans les hôpitaux, les forces de l'ordre, les agences gouvernementales. Et c'est pour ça que vous m'avez surveillé, réalisa Sarah, en rendant ma vie misérable, en essayant de me garder isolé et effrayé. Vous êtes leurs yeux et leurs oreilles. Ils ont insisté pour vous placer ici, admit Dupont. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un en qui ils avaient confiance pour vous surveiller. Quand vous avez donné votre préavis aujourd'hui, j'ai dû le signaler. C'est pour ça que Madame Couvreur est venue. Thomas sortit son téléphone. « Jacques, j'ai besoin de toi au petit jardin maintenant. Apporte tout ce que nous avons sur l'hôpital psychiatrique de Rivière-des-Bois et contacte ton ami du FBI.
celui qui est spécialisé dans les affaires de trafic. La tête de Sarah tournait avec toutes ces révélations. Elle était Émilie Bonnet. Elle avait été volée, pas abandonnée. Sa mère pourrait être encore en vie. Et quelque part dehors, il y avait un frère dont elle n'avait jamais eu connaissance. Le pendentif en étoile, dit-elle soudainement, touchant le collier. Vous l'avez reconnu ce premier jour, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes revenu. Sans cesse. Thomas hocha la tête, ses yeux brillants. Je l'avais fait faire sur mesure pour votre 5e anniversaire. Le motif de diamant sur la surface est unique. Je le reconnaîtrai n'importe où. Sarah détacha le collier d'une main tremblante, l'examinant de près pour la première fois depuis des années. En le retournant, quelque chose attira son attention. Une minuscule couture le long du bord, presque invisible, à moins de savoir où regarder. Il s'ouvre, souffla-t-elle, travaillant son ongle dans la rainure. L'étoile se sépara, révélant un compartiment caché. À l'intérieur se trouvait un minuscule bout de papier, l'écriture décolorée mais encore lisible. Thomas se pencha plus près, son souffle se coupant alors qu'il reconnaissait l'écriture de Sophie. Les étoiles jumelles guident le chemin vers la maison. Souvenez-vous du phare, mes chéris. Sarah leva les yeux vers son père, des questions brûlant dans ses yeux. Le phare? Qu'est-ce que ça signifie? Avant que Thomas ne puisse répondre, ils entendirent la porte principale du restaurant s'ouvrir, suivie du claquement de talons sur le parquet. La voix de Madame Couvreur résonna, nette et autoritaire. « Sarah, Gérard, nous devons parler. » Thomas réagit instantanément, poussant Sarah derrière lui alors que les pas de Madame Couvreur approchèrent du bureau. C'était une femme frappante, dans la soixantaine, élégamment vêtue, avec des cheveux gris acier et des yeux qui ne manquaient rien. Son sourire resta fixe alors qu'elle prenait conscience de la scène devant elle. « Eh bien, dit-elle avec douceur, c'est inattendu. Thomas Bonnet en personne nous honorant de sa présence. » Son regard se déplaça vers Dupont, qui semblait se recroqueviller sur sa chaise. « Gérard, vous auriez dû m'informer immédiatement de cette situation. » « Marguerite Couvreur, dit Thomas, sa voix froide. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je sais tout sur vous et l'opération de votre mari à Sainte-Marie. » « Opération ?» Elle arqua un sourcil. Quel mot inflammatoire. Nous avons simplement aidé à connecter. Un des enfants avec des familles aimantes. Vous avez sûrement remarqué à quel point Sarah a bien tourné. Émilie, corrigea Thomas. Son nom est Émilie Bonnet et vous nous l'avez volée. Le sourire de Madame Couvreur ne vacilla pas. Quelles accusations dramatiques. Sarah a été légalement adoptée par les voies appropriées. J'ai toute la documentation, si vous voulez la voir. De la documentation falsifiée, intervint Sarah, sa voix plus forte qu'elle ne le sentait. Tout comme les dossiers que vous avez utilisés pour piéger ma mère à Rivière-des-Bois. Quelque chose vacilla dans les yeux de Madame Couvreur. De la surprise, peut-être, qu'il soit au courant de Rivière-des-Bois. Elle se reprit rapidement, s'avançant davantage dans le bureau avec une grâce étudiée. « Votre mère était une femme perturbée, dit-elle doucement. Elle inventait des conspirations folles sur des enfants volés. Elle avait besoin d'aide, de soins professionnels. Tout ce que nous avons fait était pour son propre bien. » « Où est-elle » exigea Thomas. Dupont dit qu'il n'y a jamais eu de preuve de son décès. J'ai bien peur de n'avoir aucune information sur les allées et venues actuelles de Sophie Bonnet. La voix de Madame Couvreur était douce comme de la soie. Maintenant, Sarah chérie, pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi? Nous devrions discuter de votre avenir loin de tout ce désagrément. Sarah serra le pendentif en étoile, maintenant brûlant de signification contre sa paume. Le phare, dit-elle soudainement. Le message à l'intérieur du collier. Qu'est-ce que ça signifie? La composition de Madame Couvreur se fissura pendant un instant. Quel message? Les étoiles jumelles guident le chemin vers la maison, cita Sarah. Souvenez-vous du phare, mes chéris. Elle observa attentivement le visage de Madame Couvreur. Ma mère a laissé ce message. Elle savait pour les jumeaux, n'est-ce pas? Pour mon frère? Le sourire de la femme plus âgée disparut complètement. Donnez-moi le collier, Sarah, maintenant. Non. Sarah recula, heurtant Thomas. C'est mon seul lien avec ma vraie famille, avec mon frère. Il n'y a pas de frère, claqua Madame Couvreur. C'est juste une autre des délusions de votre mère. Gérard, prenez-lui le collier. Dupont se leva lentement, son visage troublé. Madame Couvreur, je ne peux pas.
C'est aller trop loin. Ces enfants que nous avons pris, les familles que nous avons détruites. Asseyez-vous, Gérard, ordonna-t-elle. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Nancy quand elle a développé une conscience? Comme cet accident de voiture était tragique. Dupont se laissa retomber dans sa chaise, le visage blême. Mais l'esprit de Sarah tournait à plein régime, connectant des points qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Le phare, dit-elle à nouveau. Ce n'est pas juste un message, c'est un endroit, n'est-ce pas? Quelque part d'important. Elle ferma les yeux, se concentrant sur les fragments de mémoire qui flottaient juste hors de portée. Je me souviens, une tour blanche, des vagues, qui s'écrasent. Mon frère et moi jouant dans le sable pendant que maman nous regardait. « Arrêtez ces absurdités », ordonna Madame Couvreur, mais il y avait maintenant de la peur dans sa voix. « La pointe du Havre », souffla Thomas. « Le vieux phare où Sophie et moi nous sommes mariés. Nous y allions en vacances chaque été. » Il se tourna vers Sarah, les yeux écarquillés. Les étoiles jumelles, il y avait une constellation peinte sur le plafond du phare. Toi et ton frère vous endormiez en la regardant. Madame Couvreur bougea avec une rapidité surprenante, sortant quelque chose de son sac à main. Mais avant qu'elle ne puisse agir, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Jacques Martinez se tenait là, accompagné de 2 agents du FBI. Marguerite. « Couvreur, » annonça l'un des agents, « nous avons besoin que vous veniez avec nous. Nous avons quelques questions à propos de certains dossiers d'adoption à l'hôpital Sainte-Marie. »« Vous n'avez rien, » dit froidement Madame Couvreur. « Tous nos papiers sont en ordre. » « En fait, » intervint Jacques, « nous avons quelque chose de très intéressant des archives de l'hôpital psychiatrique de Rivière-des-Bois. Une patiente nommée Jeanne Dupont, qui a été admise dans des circonstances suspectes. Le médecin traitant est récemment venu nous raconter toute une histoire. » Sarah regarda le visage de Madame Couvreur se vider de toute couleur. Le monde soigneusement construit de cette femme s'écroulait autour d'elle, des années de secrets menaçant de se déverser à la lumière. « Le phare, » dit Sarah une fois de plus, la réalisation la frappant. « C'est là qu'elle est, n'est-ce pas? Ma mère. Elle s'y est cachée, attendant, laissant des indices que seule sa famille comprendrait. » Le silence de Madame Couvreur était toute la confirmation dont ils avaient besoin. Thomas sortit à nouveau, son téléphone, ses doigts volant sur les touches. « Jacques, j'ai besoin d'une équipe au phare de la Pointe du Havre immédiatement, et contacte la police locale. Nous aurons besoin de leur coopération. » Sarah sentit l'espoir monter dans sa poitrine, brillant et douloureux comme le soleil du matin. Sa mère était vivante. Son frère était quelque part dehors. Et le pendentif en étoile qui avait pendu à son cou toutes ces années n'était pas qu'un simple bijou. C'était un phare, la guidant vers sa véritable identité, sa vraie famille. Les agents du FBI emmenèrent Madame Couvreur, son élégante composition finalement brisée. Dupont les suivit volontairement, promettant de tout leur dire sur l'opération des Couvreurs. Dans le calme soudain du bureau, Sarah se tourna vers Thomas, vers son père, et posa la question qui brûlait dans son cœur depuis qu'elle avait vu la photographie de famille pour la première fois. « Voulez-vous m'emmener au phare ?» La route côtière s'étendait devant eux comme un ruban de possibilités, chaque kilomètre rapprochant Sarah des réponses qu'elle avait passé une vie à ne pas savoir qu'elle avait besoin. Thomas conduisait avec une intensité concentrée, ses mains serrant le volant, tandis que les souvenirs de vacances familiales sur cette même route l'inondaient. « Nous avions l'habitude de jouer à un jeu, » dit-il soudainement, brisant le silence contemplatif. « Chaque fois que nous passions devant une voiture rouge, toi et ton frère criaient étoiles jumelles. Ta mère l'avait commencé. Elle disait que c'était un entraînement pour repérer les constellations. » Sarah ferma les yeux, se laissant bercer par le rythme du mouvement de la voiture. Des fragments de mémoire dansaient juste hors de portée. Des rires d'enfants, l'odeur de l'air marin, le visage d'un garçon si semblable au sien. « J'essaie sans cesse de me souvenir de lui. Clairement, admit-elle. Mais c'est comme regarder à travers du verre dépoli. Je vois des formes, des sentiments, mais pas d'images distinctes. Vous étiez inséparables, dit doucement Thomas. Quand tu as disparu, il était inconsolable. Les médecins ont dit que le traumatisme lui avait fait bloquer ses souvenirs. En quelques semaines, il ne se rappelait même plus qu'il avait une sœur. Les yeux de Sarah s'ouvrirent brusquement. Que lui est-il arrivé? La prise de Thomas sur le volant se resserra.
Il est allé vivre chez la sœur de Sophie en Europe. Nous pensions que ce serait mieux pour lui d'avoir un nouveau départ, loin des rappels constants, loin de mes recherches obsessionnelles. Est-ce qu'il sait, à propos de moi qui a été retrouvé? J'ai appelé Claire, ta tante, pendant que tu rassemblais tes affaires. Elle va le lui dire avec précaution, le préparer. Ils arrivent en avion demain. Sarah caressa le pendentif en étoile, maintenant lourd de signification. Et maman? Tu penses vraiment qu'elle a été au phare tout ce temps? Ça a du sens, dit Thomas. La maison du gardien du phare est abandonnée depuis des années. C'est isolé, mais assez proche de la civilisation pour les besoins de base. Sophie a toujours adoré cet endroit. Elle disait que c'était le seul endroit où elle se sentait vraiment en paix. Ils roulèrent en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Le soleil se couchait derrière eux, peignant le ciel de teintes de rose et d'or qui rappelaient à Sarah de vieilles photographies. Celles que Thomas lui avait montrées des jours plus heureux de leur famille. Alors qu'ils contournaient un virage de la route, le phare apparut, sa tour blanche se détachant sur le ciel qui s'assombrissait. Sarah eut le souffle coupé, sa main volant à sa gorge. La vue déclencha quelque chose de profond dans sa mémoire. Courir dans les hautes herbes, la main d'un garçon serrée dans la sienne, la voix de leur mère les appelant pour le dîner. « La maison » murmura-t-elle. Elle avait des volets bleus. Thomas la regarda vivement. Oui, c'est vrai. Sophie les avait peints elle-même. Ils s'engagèrent dans l'allée en gravier qui menait au complexe du phare. La maison du gardien se trouvait dans son ombre, usée par le temps mais toujours debout. Les volets étaient décolorés, mais incontestablement bleus. Le cœur de Sarah battait la chamade alors qu'ils approchaient de la porte d'entrée. Une douce lumière brillait de l'intérieur, et à travers la fenêtre, elle pouvait voir du mouvement. Une silhouette passant d'avant en arrière, agitée et en attente. Thomas tendit la main vers la poignée de la porte, puis hésita. « Es-tu prête pour ça ?» Sarah redressa les épaules, touchant le pendentif en étoile pour se donner du courage. « J'ai été prête pendant 18 ans. Je ne le savais tout simplement pas. » La porte n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit silencieusement, révélant un intérieur confortable qui sentait la vanille et l'air marin. Des livres tapissèrent les murs, leur dos bien usé. Une tasse de thé à moitié vide était posée sur une table d'appoint, encore fumante. Et là, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, se tenait une femme aux cheveux blond miel striés d'argent. Son visage était marqué par des années d'inquiétude, mais ses yeux, les yeux de Sarah, brillaient de larmes retenues. « Je savais que vous finiriez par comprendre », dit doucement Sophie Bonnet. « Les étoiles nous guident toujours vers la maison. » Sarah resta figée, submergée par le flot de souvenirs que la voix de sa mère déclenchait. Courir vers elle après un cauchemar, danser dans la cuisine pendant que des biscuits cuisaient, assise sur ses genoux pendant qu'elle montrait les constellations depuis la tour du phare. « Maman !» Le mot sortit comme une question, une supplication, une prière. Sophie ouvrit les bras et Sarah s'y précipita comme si aucun temps ne s'était écoulé. Elles s'accrochèrent l'une à l'autre, pleurant et riant en même temps, tandis que Thomas regardait, des larmes coulant sur son visage. Finalement, Sophie se recula pour regarder sa fille correctement. « Laisse-moi te voir », murmura-t-elle, prenant le visage de Sarah dans ses mains. « Ma belle-fille, ma courageuse Émilie. »« Pourquoi n'es-tu pas revenue ?» demanda Thomas, sa voix rauque d'émotion. « Pourquoi te cacher ici toutes ces années ?» Le visage de Sophie s'assombrit. Parce qu'il surveillait, toujours en train de surveiller. Les couvreurs avaient des gens partout, hôpitaux, commissariats, services sociaux. Je ne pouvais pas risquer de les mener aux frères d'Émilie. Je ne pouvais pas les laisser prendre mes 2 enfants. Mais Nicolas est en sécurité maintenant, dit Sarah, le nom lui venant aux lèvres sans réflexion consciente. Il est avec tante Claire. Nicolas, répéta-t-elle, goûtant le nom oublié. Une autre pièce d'elle-même se remettant en place. Sophie hocha la tête, se dirigeant vers un bureau dans le coin. Elle en sortit un épais dossier, ses bords usés par de fréquentes manipulations. J'ai rassemblé des preuves, des années d'observation minutieuse, de suivi de l'opération des couvreurs, des enfants qui ont disparu, des familles déchirées. Je ne pouvais pas agir contre eux tant que je n'étais pas sûr qu'Émilie était en sécurité. Le FBI a Marguerite Couvreur en garde à vue, lui dit Thomas. Dupont coopère. C'est fini, Sophie, tu peux rentrer à la maison. À la maison, répéta Sophie,
regardant autour de la maison qui avait été son sanctuaire et sa prison pendant tant d'années. « Mais d'abord, il y a quelque chose que vous devez tous les deux voir. » Elle les conduisit vers un escalier étroit qui montait en colimaçon dans la tour du phare. Alors qu'ils grimpaient, Sarah sentit un sentiment croissant d'anticipation, comme si elle approchait non seulement du sommet du phare, mais aussi du sommet de son propre passé fracturé. Ce qui les attendait dans la salle de la tour allait tout changer, encore une fois. La salle de la tour du phare était un cercle parfait de verre et de lumière stellaire. L'ancien faisceau avait été remplacé par un équipement automatique des années auparavant, laissant l'espace ouvert et paisible. Mais ce n'était pas la vue qui fit halter Sarah, c'étaient les murs, chaque surface. Disponible était couverte de photographies, de documents et de cartes, tous reliés par des fils rouges. Au centre se trouvait une grande carte des étoiles, mais au lieu de corps célestes, elle traçait des enfants. Des dizaines d'entre eux, chacun marqué d'une petite étoile dorée. « Ma salle d'enquête », expliqua Sophie, passant sa main le long d'un des fils. « Chaque enfant que les couvreurs ont pris, chaque famille qu'ils ont détruite. Je les ai tous suivis. » Thomas s'approcha du mur, étudiant les photographies. « Ces enfants, ils étaient tous comme Émilie, enlevés à des foyers aimants, dotés de nouvelles identités. » La voix de Sophie était lourde d'années de connaissances accumulées. Les couvreurs n'ont pas seulement volé des enfants, ils ont créé tout un réseau souterrain, des médecins corrompus, des dossiers falsifiés, des agences d'adoption frauduleuses. Ils vendèrent des enfants à des familles riches qui ne pouvaient pas adopter par des voies légales. Sarah fit lentement le tour de la pièce, ses yeux attirés par les visages d'autres enfants qui avaient partagé son sort. Certaines des photographies avaient des coches vertes à côté d'elles. « Ceux que j'ai réussi à retrouver », expliqua Sophie, suivant le regard de sa fille. « Je ne pouvais pas les approcher directement. Les couvreurs avaient trop d'yeux qui surveillaient. Mais j'ai fait en sorte que leur vraie famille reçoive des indices anonymes, des pistes qui les menaient vers la vérité. » Comme le message « Dans mon collier », réalisa Sarah. « Tu savais qu'un jour quelqu'un penserait à regarder à l'intérieur. » Sophie sourit tristement. « Je devais être patiente, attendre que tu sois assez âgée pour comprendre, pour questionner. » Les couvreurs étaient prudents. Ils plaçaient leurs enfants adoptés dans des familles qu'ils pouvaient contrôler, les surveillaient à travers des gens comme Dupont. « Mais pourquoi ?» demanda Thomas. « Pourquoi aller à de telles extrémités ?»« L'argent principalement, » dit Sophie, se dirigeant vers une section du mur couverte de documents financiers. Chaque adoption rapportait des centaines de milliers d'euros. Mais c'était plus que ça. Le docteur couvreur, il se voyait comme une sorte de sauveur, redistribuant les enfants à des familles qu'il jugeait plus dignes. Le pouvoir lui est monté à la tête. Sarah s'était arrêtée devant une photographie particulière. 2 petits-enfants sur une plage, construisant des châteaux de sable. Avec un sursaut, elle se reconnut avec Nicolas. « Je me souviens de ce jour, » dit-elle doucement. « Nous prétendions que les châteaux de sable étaient des stations pour explorer Mars. Nicolas disait qu'il allait devenir astronaute. « Il l'est, » lui dit Sophie, la fierté se mêlant à la tristesse dans sa voix. Il termine son doctorat en astrophysique. Claire s'est assurée qu'il réalise ses rêves, même s'il ne se souvenait pas pourquoi il aimait tant les étoiles. Thomas entoura les épaules de Sophie de son bras. « Demain, dit-il, ils arrivent en avion demain. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Après toutes ces années, toute ma famille réunie à nouveau. » Mais Sarah avait remarqué autre chose, une nouvelle section de mur récemment mise à jour. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, pointant vers un groupe de nouvelles photographies. L'expression de Sophie devint sérieuse. « Des enfants d'enfants, » dit-elle doucement. Les couvreurs ne se sont pas arrêtés à une génération. Ils ont commencé à cibler les enfants de certains des bébés qu'ils avaient envolés il y a des années, créant tout un nouveau cycle de « familles brisées ». Mais nous pouvons les arrêter maintenant, dit fermement Thomas. Avec tes preuves, avec le témoignage de Dupont, ce ne sont pas seulement les couvreurs, avertit Sophie. Leur réseau est vaste, c'est pourquoi j'ai dû être si prudente, pourquoi je ne pouvais pas risquer de me manifester jusqu'à ce que tout soit en place. Sarah toucha l'un des fils rouges, le regardant vibrer comme une corde de guitare pincée. Toutes ces vies connectées, toutes ces histoires entrelacées avec la sienne. Elle pensa à ses parents adoptifs,
qu'il avait aimé sans connaître la vérité sur ses origines. « Qu'arrive-t-il aux autres familles » demanda-t-elle. « Celles qui ont adopté des enfants sans savoir qu'ils avaient été volés ?»« Chaque cas sera différent, » dit doucement Sophie. « Certaines familles ont peut-être eu des soupçons mais avaient trop peur de poser des questions. D'autres étaient complètement innocentes. L'important est que la vérité éclate, que ces enfants aient une chance de connaître leurs histoires complètes. » Une brise fraîche balaya la salle de la tour, faisant danser les fils et volter les papiers. À travers les fenêtres, les premières étoiles du soir apparaissaient, dont 2 qui brillaient particulièrement fort. « Les étoiles jumelles » murmura Sarah, se souvenant des jeux de son enfance. « Elles nous guident vraiment vers la maison. » Sophie prit la main de sa fille, puis tendit la main vers Thomas. Tous les 3 se tenaient debout, silhouette sur le ciel étoilé, une famille fracturée et enfin réunie. « Demain, » dit doucement Sophie, « Nicolas verra à nouveau ces étoiles. Il se souviendra de leur nom, se souviendra pourquoi il a choisi d'étudier le cosmos, et peut-être, juste peut-être, il se souviendra de sa sœur qui comptait les étoiles avec lui. » Sarah toucha son pendentif en étoiles, pensant à toutes les années où il avait pendu à son cou, portant son message secret. « Même s'il ne se souvient pas tout de suite, dit-elle, nous l'aiderons. Nous avons du temps maintenant. Nous avons la vérité. » Comme en réponse, une étoile filante traversa le ciel qui s'assombrissait, laissant une traînée de lumière dans son sillage. Sarah sourit, se souvenant d'autre chose, une croyance d'enfance selon laquelle les étoiles filantes portaient les vœux directement au ciel. Elle n'avait plus besoin de faire de vœux. Tout ce qu'elle avait inconsciemment désiré était là, dans cette salle de la tour. La force de sa mère, le dévouement de son père et la promesse du retour de son frère. Les étoiles l'avaient enfin guidée chez elle. L'aube se leva, sur la pointe du havre en teinte de nacre et d'or, peignant le phare de couleurs éthérées. Sarah se tenait à la fenêtre du chalet, regardant le jeu de la lumière sur l'eau. Elle n'avait pas dormi. Comment aurait-elle pu, sachant que quelque part au-dessus de l'Atlantique, un avion transportait son frère jumeau vers elle? Sophie s'affairait dans la cuisine avec une aisance pratiquée, préparant du café et disposant des viennoiseries qu'elle avait achetées à la boulangerie locale. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle travaillait, trahissant son excitation nerveuse. « Nicolas a toujours adoré celle-ci, » dit-elle, plaçant un pain au chocolat sur une assiette en porcelaine bleue de Delft. À chaque anniversaire, quand Claire lui demandait quel genre de gâteau il voulait, il demandait des pains au chocolat à la place, termina Sarah, le souvenir remontant comme une bulle d'eau profonde. Nous le faisions tous les deux. Ça rendait la boulangerie folle de devoir faire des pains au chocolat d'anniversaire au lieu d'un vrai gâteau. Thomas leva les yeux de son téléphone où il suivait le vol de Claire. Ils ont atterri. Ils devraient être là dans environ une heure. Sarah toucha son pendentif en étoile, tirant du réconfort de son poids familier. Et s'il ne se souvient pas de moi? Et si nous ne nous connectons pas? Oh, ma chérie. Sophie traversa la pièce pour étreindre sa fille. Le lien entre jumeaux ne disparaît pas simplement. Il est peut-être enfoui, mais il est toujours là comme des étoiles derrière les nuages. Ils passèrent l'heure suivante dans l'anticipation, chacun perdu dans ses propres pensées. Sarah explora le chalet, trouvant des échos de son enfance dans des endroits inattendus. Un tableau de taille griffonné sur un montant de porte, des dessins au crayon préservés entre les pages de livres, une paire de petites empreintes à main pressée dans de l'argile séchée. Le bruit de pneus sur le gravier les mit tous en alerte. Le cœur de Sarah commença à battre la chamade alors qu'elle entendait des portières de voitures se fermer, des pas sur le chemin, des voix qui approchaient. Le coup, quand il vint, était doux mais ferme. Thomas s'avança pour répondre, mais Sophie leva la main. « Laisse-moi faire, dit-elle. Claire devrait me voir en premier. » Elle ouvrit la porte pour révéler une grande femme élégante aux cheveux auburn grisonnants. Claire, leur tante. Derrière elle se tenait un jeune homme dont la présence fit basculer le monde de Sarah sur son axe. Nicolas avait exactement sa taille, avec les mêmes cheveux blonds, miel et les yeux verts. Il portait des lunettes à monture métallique et une expression confuse qui se transforma lentement en émerveillement alors qu'il regardait au-delà de Claire vers Sophie. « Tante Sophie » murmura-t-il, puis plus fort « Tante Sophie »
Mais ils ont dit que tu étais... Bonjour mon petit garçon chéri. La voix de Sophie se brisa alors qu'elle ouvrait ses bras. Nicolas trébucha en avant dans son étreinte, tandis que Claire pressait ses mains contre sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Thomas s'avança pour les soutenir tous les deux, alors que 18 ans de séparation se dissolvaient dans un flot d'émotions. Quand ils se séparèrent enfin, Nicolas regarda autour du chalet avec une reconnaissance croissante. Le phare, je rêve de cet endroit. Les volets bleus, l'odeur de la mer. Son regard tomba sur Sarah et il se figea. Sarah le sentit aussi, comme regardé dans un miroir qui montrait non seulement votre reflet, mais toutes les versions possibles de vous-même. Leurs yeux se rencontrèrent et quelque chose d'électrique passa entre eux, une connexion qui transcendait la mémoire et le temps. « Je te connais, » dit lentement Nicolas. « Je t'ai toujours connu, n'est-ce pas? Dans mes recherches, mon obsession pour les étoiles binaires. » Il toucha sa poitrine, l'endroit exact où le pendentif de Sarah reposait contre la sienne. Étoile jumelle. Guide. Le chemin vers la maison, compléta Sarah faisant un pas vers lui. Nicolas tendit la main dans sa chemise et en sortit une chaîne. Un pendentif en étoile identique à celui de Sarah y pendait, bien que le sien montrât une usure sur la pointe, droite au lieu de la gauche. « Claire m'a donné ceci quand j'ai commencé l'université, » dit-il. « Elle a dit qu'on l'avait trouvé avec moi quand j'étais petit, que je ne voulais jamais l'enlever. » Il regarda sa tante d'un air interrogateur. « C'était l'idée de votre mère, » expliqua Claire. « Un ensemble assorti, au cas où vous seriez un jour séparés. Elle était toujours si protectrice, presque comme si elle savait... » « Je savais, » dit doucement Sophie. « Pas spécifiquement, mais je sentais que quelque chose allait arriver. C'est pourquoi j'ai fait ajouter les compartiments secrets au pendentif. »« Nicolas, as-tu déjà ouvert le tien ?» Il cligna des yeux de surprise. « Il s'ouvre ?» Sarah lui montra la couture cachée dans son pendentif. D'une main tremblante, Nicolas trouva le même endroit dans le sien. À l'intérieur se trouvait un autre bout de papier, le jumeau du message de Sarah. « Le phare garde leur secret, » lut-il à haute voix. « Faites confiance aux étoiles pour éclairer le chemin. Les symboles astronomiques sur le plafond du phare, » continua-t-il, l'excitation montant dans sa voix. « Ils ne sont pas seulement décoratifs, n'est-ce pas? C'est un code. » Sarah leva les yeux vers la salle de la tour où ils avaient vu le mur d'enquête de Sophie la nuit précédente. Maman a laissé des indices pendant des années, des miettes. De pain à suivre. Les étoiles au plafond, les pendentifs, les messages. Une piste qui ne pouvait être suivie que par quelqu'un qui connaissait à la fois l'astronomie et l'histoire du phare, confirma Sophie. J'avais besoin de protéger mes preuves, toute la documentation sur l'opération des couvreurs, mais je ne pouvais pas risquer qu'ils la trouvent. Alors j'ai tout caché à la vue de tous, encodé dans des coordonnées stellaires que seul mon fils astronome comprendrait. Nicolas se dirigeait déjà vers les escaliers de la tour, son esprit scientifique engagé. Les constellations peintes là-haut, ce ne sont pas des arrangements aléatoires. Ce sont des coordonnées, des dates, des lieux. Il se retourna vers Sarah, lui tendant la main. « Viens, sœurette. Aide-moi à décoder les étoiles de notre mère. » Sarah prit la main qu'il lui offrait, s'émerveillant de la naturalité du geste. Derrière eux, elle entendit Claire demander à Thomas et Sophie des détails sur l'enquête, sur l'implication du FBI, sur ce qui allait se passer ensuite. Mais pour l'instant, tout ce qui importait était de suivre son frère dans les escaliers en colimaçon, leurs pas tombant en parfaite synchronisation. Dans la salle de la tour, Nicolas se dirigea immédiatement vers la carte stellaire, son œil exercé trouvant des motifs qui avaient été invisibles pour les autres. « Regarde ici », dit-il pointant un groupe particulier. « Ce ne sont pas seulement des étoiles, ce sont des points de données. Chacun représente un enfant que les couvreurs ont pris, n'est-ce pas ?» Sarah acquiesça, expliquant ce que leur mère leur avait montré la nuit précédente. Pendant qu'elle parlait, elle observait le visage de son frère, voyant le même mélange d'émotions qu'elle avait ressenti, choc, colère, détermination à aider à remettre les choses en ordre. « Nous allons avoir besoin d'une base de données, » dit Nicolas, glissant naturellement dans un mode de résolution de problèmes. « Quelque chose pour suivre toutes les familles, pour aider à reconnecter les gens. Je peux écrire un algorithme, je peux aider avec ça, » proposa Sarah. « Dans mon travail, mon vrai travail, pas le restaurant, je suis en fait analyste. De données. Je
Je ne savais juste pas pourquoi j'étais si attiré par les motifs et les connexions. Nicolas sourit, une expression familière qui réchauffa son cœur. « Étoile jumelle », dit-il doucement. « Étoile jumelle », répéta-t-elle, serrant sa main. Ensemble, ils se tenaient dans la lumière du matin, deux moitiés d'un tout enfin réunis, prêts à aider leur mère à faire éclater la vérité. Au grand jour, un secret étoilé à la fois. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités au phare. Nicolas et Sarah travaillaient sans relâche dans la salle de la tour, traduisant les codes stellaires de leur mère en une base de données exhaustive des victimes des couvreurs. Leur connexion de jumeaux se renforçait à chaque heure qui passait, comme pour rattraper le temps perdu. « Regarde ce motif », dit Nicolas tard un soir, pointant un groupe de dates sur leur ordinateur portable partagé. Les couvreurs ne prenaient pas les enfants au hasard. Ils ciblaient des hôpitaux spécifiques pendant des phases lunaires spécifiques. Sarah se pencha, son esprit analytique s'engageant dans les données. « Tu as raison, et regarde les tranches d'âge, toujours entre 3 et 6 ans. Assez âgés pour avoir formé des souvenirs de base, mais assez jeunes pour être psychologiquement malléables. »« Des monstres », marmonna Nicolas, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Ils ont transformé le trafic d'enfants en une « science ». En bas dans le chalet, Sophie travaillait avec des agents du FBI, expliquant ses années de documentation minutieuse. Thomas et Claire aidaient à organiser les preuves, les préparant pour les procureurs qui allaient prendre en charge l'affaire des couvreurs. « Le réseau est encore plus vaste que nous le pensions », leur dit Sophie pendant une pause. « La confession de Marguerite Couvreur a ouvert de nouvelles pistes. Il y a des opérations similaires dans d'autres régions, d'autres pays. » Sarah leva les yeux de son ordinateur portable, croisant le regard de Nicolas. Ils avaient tous deux pensé la même chose. Combien d'autres jumeaux avaient été séparés? Combien de familles cherchaient encore? « Nous devons élargir la base de données », dit Nicolas, exprimant leur pensée commune. « Créer une plateforme où les familles peuvent partager des informations en toute sécurité, recouper les détails. »« Comme une carte de constellation », ajouta Sarah, l'excitation montant. « Chaque étoile se connectant à d'autres, formant des motifs que nous ne pouvions pas voir avant. » Leur enthousiasme fut interrompu par Thomas, les appelant du bas des escaliers. « Les enfants, il y a quelqu'un ici que vous devriez rencontrer. » Ils descendirent pour trouver un couple d'âge moyen, assis dans le salon du chalet, l'air nerveux mais plein d'espoir. La femme serrait une photographie dans ses mains tremblantes. « Voici Robert et Mary Chen », les présenta Thomas. « Ils travaillent avec le FBI depuis l'arrestation de Marguerite Couvreur. Leur fille, Lily, a disparu de l'hôpital Sainte-Marie il y a 16 ans. » Sarah sentit son cœur se serrer, se souvenant du mur de photographies à l'étage. « Maman l'a suivie, dit-elle, doucement. C'est l'une des coches vertes. » Sophie acquiesça, prenant la photographie des mains de Madame Chen. Elle montrait une petite fille asiatique souriante d'environ 4 ans, portant un pendentif en jade distinctif. « Lily a été adoptée par une famille à Marseille, » expliqua Sophie. « Elle vit sous le nom d'Amanda Dubois. Je l'ai observée de loin, m'assurant qu'elle était en sécurité, attendant le bon moment. »« Est-elle heureuse ?» demanda Madame Chen, sa voix à peine un murmure. « Elle l'est, » assura Sophie. « Elle étudie la biologie marine à l'université de Marseille. Et, elle hésita puis continua doucement, elle porte toujours votre pendentif en jade. » Chen entoura sa femme de son bras alors qu'elle commençait à pleurer. « Pouvons-nous, y a-t-il un moyen de la contacter ?»« C'est en fait pour ça que nous vous avons demandé de venir, » dit Thomas. « Sarah et Nicolas ont développé un protocole pour réunir les familles. Nous avons pensé que Lily pourrait être un bon premier cas. » Les jumeaux échangèrent un regard, leurs yeux verts identiques, communiquant des volumes. Ils avaient discuté de cette possibilité tard dans la nuit précédente. Comment approcher les familles séparées, comment gérer le délicat processus de réunion. « Nous croyons en la divulgation complète, » expliqua Sarah, s'appuyant sur sa propre expérience. Mais avec une préparation soigneuse, la vérité peut être bouleversante. Nicolas sortit leur base de données sur sa tablette. Nous avons développé un système de contact graduel. D'abord, nous établissons si la personne adoptée a des questions sur ses origines. Ensuite, si elle est réceptive, nous partageons des informations de base sur sa famille biologique.
La clé est de leur donner le contrôle du processus, ajouta Sarah. Les laisser fixer le rythme, décider de la quantité d'informations qu'ils veulent et quand. Madame Chen tamponna ses yeux avec un mouchoir. Et si elle ne veut pas nous connaître? C'est toujours une possibilité, dit doucement Sophie. Mais d'après mon expérience d'observation de ces enfants au fil des ans, la plupart d'entre eux ont des questions. Ils ressentent les vides dans leur histoire, même s'ils ne savent pas pourquoi. Comme nous, dit Nicolas regardant sa sœur, toutes ces années à étudier les étoiles binaires. Toutes ces fois où je sentais que quelque chose manquait, termina Sarah. Même quand nous ne savions pas ce que nous cherchions quand même. Les Chen passèrent l'heure suivante avec la famille, examinant la documentation de Sophie sur la vie de Lily et discutant de la meilleure façon de l'approcher. Lorsqu'ils partirent, il y avait un nouvel espoir dans leurs yeux, le même espoir que Sarah avait vu dans le miroir depuis qu'elle avait retrouvé sa vraie famille. Plus tard, dans la nuit, Sarah et Nicolas s'assirent sur les marches du phare, regardant les étoiles apparaître au-dessus de l'océan. Leur pendentif assorti captait les derniers rayons du coucher de soleil, projetant des étincelles jumelles de lumière. « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas ?» dit Nicolas, faisant un geste vers la salle de la tour où leur base de données bourdonnait de possibilités. « Ce n'est que le début. Il y a tellement d'autres personnes là-dehors, tellement de familles à réunir. » Sarah acquiesça, sentant le poids de la tâche à venir. Mais c'était un bon poids, un but pour lequel elle s'était préparée sans le savoir. « Les étoiles jumelles guident le chemin vers la maison, » dit-elle doucement, touchant son pendentif. Nicolas sourit, complétant la pensée, et nous aiderons à éclairer le chemin pour les autres. Au-dessus d'eux, le faisceau du phare commença sa rotation nocturne, s'étendant sur les eaux qui s'assombrissaient. Comme les pendentifs en étoiles qu'ils portaient, c'était à la fois un avertissement et une promesse, illuminant les ombres du passé tout en montrant la voie vers la guérison et l'espoir. Le soleil du matin traversait les fenêtres du centre de réunification familiale nouvellement établi, projetant une lumière chaleureuse sur les rangées d'ordinateurs où Sarah et Nicolas travaillaient avec leur équipe grandissante. Au cours du mois écoulé depuis leur réunion au phare, les jumeaux avaient transformé leur base de données en une opération à part entière, soutenue par les ressources du FBI et l'acumène commercial de leur père. « Un autre match confirmé », annonça Sarah, sa voix portant à travers l'espace de bureau ouvert. La famille Martinez de Toulouse, l'ADN de leur fille, correspond à celui d'une étudiante à Lyon. Nicolas leva les yeux de son propre écran, où des algorithmes complexes de motifs stellaires aidaient à identifier les connexions possibles entre les familles séparées. C'est le 3e match cette semaine. Comment se présente le protocole de préparation? Déjà en mouvement, répondit Sarah, affichant leur liste de contrôle soigneusement élaborée. La famille adoptive de la fille a été incroyablement solidaire. Ils soupçonnaient en fait que quelque chose n'allait pas avec ses papiers d'adoption et essayaient d'enquêter depuis des années. Sophie, qui avait pris en charge les services de conseil familial, s'approcha de leur bureau avec une tasse de thé fumante. « Comment vont les Chen ?» demanda-t-elle, faisant référence à leur premier cas de réunion réussie. Sarah sourit, touchant son pendentif en étoile, un geste qui était devenu une habitude lorsqu'elle partageait de bonnes nouvelles. Lily vient les rencontrer le week-end prochain. Elle et ses parents adoptifs ont eu un long appel vidéo hier, et tout le monde s'est engagé à faire fonctionner les choses. C'est incroyable de voir combien de familles adoptives veulent aider, observa Nicolas, remontant ses lunettes sur son nez. Une fois qu'elles apprennent la vérité sur l'opération des couvreurs, la plupart d'entre elles sont dévastées d'avoir été involontairement impliquées. C'est parce que la plupart des gens sont fondamentalement bons, dit Thomas, entrant dans le bureau avec une pile de journaux. Ils veulent faire ce qui est juste quand on leur en donne la chance. Il étala les journaux sur une table voisine, montrant les gros titres sur l'enquête en expansion. Réseau d'adoption, couvreur, connexion internationale révélée. Le Pet Descent FBI établit une task force pour les familles séparées. Espoir de guérison. Le projet phare réunit les premières familles. Sarah prit l'un des journaux, étudiant une photographie du phare qui était devenu le symbole de leur organisation. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point les choses ont changé en seulement un mois. En parlant de changement, dit Thomas, tirant une chaise, le procureur a appelé ce matin. La date du procès du docteur Couvreur a été fixée et ils veulent que nous témoignions tous.
Un silence tomba sur le bureau. L'arrestation du docteur Couvreur avait fait la une des journaux internationaux. Le médecin respecté révélé comme le cerveau derrière des décennies de trafic systématique d'enfants. La confession de sa femme avait conduit les autorités à des unités de stockage remplies de certificats de naissance originaux, de dossiers médicaux et de registres détaillés de leur opération. « Je témoignerai », dit fermement Sophie, ces années d'enquête minutieuse portant enfin leurs fruits. Le monde doit comprendre comment ils ont fait cela, comment ils ont exploité le système et détruit des familles. Nous témoignerons tous, acquiesça Nicolas, tendant la main vers celle de sa sœur. Mais ce n'est pas la fin de notre travail, ce n'est que le début. Sarah hocha la tête, affichant la chronologie de leur projet sur l'écran principal. Nous avons identifié plus de 200 familles potentiellement séparées jusqu'à présent, et ce n'est que d'après les dossiers de maman. Le FBI pense qu'il pourrait y en avoir des milliers d'autres dans le monde. C'est pourquoi nous devons nous développer, annonça Thomas. J'ai parlé avec des organisations internationales de défense des droits de l'enfant. Elles veulent établir des centres similaires dans d'autres pays en utilisant notre base de données et nos protocoles comme modèle. Les jumeaux échangèrent un regard excité. Leur connexion s'était renforcée au cours du mois écoulé, leur capacité à communiquer sans mots étant maintenant presque surnaturelle. Ils avaient découvert que leurs chemins séparés, l'astronomie de Nicolas et l'analyse de données de Sarah, les avaient parfaitement préparés pour cette mission. Nous devrons adapter l'algorithme de motifs stellaires pour différentes régions, dit Nicolas, prenant déjà des notes, tenir compte des différents systèmes d'adoption, des barrières linguistiques, et créer une formation à la sensibilité culturelle pour nos facilitateurs de réunion, ajouta Sarah. La situation de chaque famille est unique, et nous devons respecter cela. Sophie regardait ses enfants avec fierté, s'émerveillant de la façon dont leur séparation forcée les avait finalement conduits à créer quelque chose de si puissant. La tragédie de leur passé se transformait en espoir pour d'innombrables autres. Une jeune stagiaire se précipita, tablette en main. « Madame Bonnet? Désolée, Émilie ?» Elle trébuchait encore parfois sur la double identité de Sarah. « Nous venons de recevoir un appel d'une femme à Bordeaux. Elle dit avoir reconnu sa fille sur l'une des photos de notre base de données publique, mais elle a peur d'espérer. Elle cherche depuis 20 ans. » Sarah sentit son cœur se serrer d'empathie familière. « Dites-lui que nous commencerons la vérification immédiatement. Nicolas, peux-tu exécuter le recoupement initial ?» Son frère tapait déjà, son pendentif en étoile captant la lumière alors qu'il se penchait en avant. « Je m'en occupe. Maman, nous pourrions avoir besoin de ton expertise avec les dossiers historiques sur celui-ci. » Sophie se déplaça vers le bureau de son fils, son propre pendentif correspondant à ses mouvements. Les 3 étoiles captèrent ensemble la lumière du soleil, projetant des motifs brillants sur le mur, une constellation de leur propre création. Thomas regardait sa famille réunie travailler, chacun dans son élément, chacun apportant ses compétences uniques à la mission plus grande. La douleur de leur séparation de 18 ans s'était transformée en objectif, leur tragédie personnelle devenant un phare d'espoir pour les autres. Une notification sonna sur l'ordinateur de Sarah, un autre match potentiel dans la base de données. Elle l'ouvrit d'un clic, puis retint son souffle. « Nicolas » appela-t-elle doucement. « Viens voir celui-ci. » Son frère roula sa chaise jusqu'à elle et ensemble, ils fixèrent l'écran, où 2 photographies semblèrent se refléter l'une l'autre, des jumelles séparées à l'âge de 4 ans, maintenant des femmes adultes vivant aux extrémités opposées du pays, toutes 2 portant des pendentifs papillons identiques. « Une autre paire de jumelles », murmura Nicolas. Sarah tendait déjà la main vers son téléphone. « Je vais appeler notre contact au FBI. Nous devons agir rapidement sur celui-ci. » Alors qu'elle composait le numéro, elle croisa le regard de sa mère à travers la pièce. Sophie hocha la tête en signe de compréhension. Elle connaissait mieux que quiconque la douleur unique des jumelles séparées et la joie unique de leur retrouvaille. « Les étoiles jumelles guident le chemin vers la maison », murmura Sarah, son frère faisant écho aux mots à côté d'elle. Ils avaient du travail à faire. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes le matin du procès du docteur Couvreur. Sarah se tenait entre son frère et sa mère, puisant de la force dans leur présence, tandis que les caméras flashaient et que les journalistes criaient des questions. Thomas marchait légèrement devant, créant une barrière protectrice entre sa famille et la frénésie médiatique.
Rappelez-vous, dit doucement Sophie, nous ne racontons pas seulement notre histoire aujourd'hui, nous parlons pour toutes, les familles qui n'ont pas encore trouvé leur chemin vers la maison. À l'intérieur de la salle d'audience, Sarah fut frappée par l'apparence ordinaire du docteur Couvreur, un homme âgé dans un costume coûteux, ses cheveux blancs soigneusement peignés. Il était difficile de concilier cette figure grand-paternelle avec l'architecte de tant de chagrin. Alors que la procédure commençait, Sarah écouta témoignage après témoignage. Des parents décrivaient le moment où ils avaient découvert la disparition de leurs enfants. Le personnel de l'hôpital révélait comment les dossiers avaient été modifiés, les images de vidéosurveillance effacées. D'anciens employés des fausses agences d'adoption expliquèrent le réseau complexe de tromperie. Quand ce fut son tour de témoigner, Sarah s'approcha de la barre des témoins d'un pas assuré. Elle toucha son pendentif en étoile pour se donner du courage et commença à raconter son histoire, pas seulement celle de son enlèvement, mais aussi des effets persistants de la séparation. « J'ai toujours senti qu'une partie de moi manquait », expliqua-t-elle à la salle d'audience silencieuse. « J'avais des parents adoptifs aimants, une bonne éducation, une carrière réussie, mais il y avait ce vide que je ne pouvais pas expliquer. Maintenant je sais, c'était la perte de mon jumeau, de ma mère, de ma véritable identité. » Tout. Au long de son témoignage, elle garda les yeux fixés sur Nicolas et ses parents. Le docteur Couvreur essaya une fois de capter son regard, mais elle refusa de lui donner cette satisfaction. Il avait eu le pouvoir sur sa vie pendant trop longtemps déjà. Après la fin de la session du jour, la famille se rassembla dans le jardin du palais de justice. Sarah était épuisée, mais fière. Ils l'étaient tous. L'épreuve contre les CCI Couvreur était accablante, et leur témoignage avait aidé à connecter plus de pièces du puzzle. Le procureur dit qu'il y a déjà des discussions pour étendre l'enquête au niveau international, rapporta Thomas. Interpol est impliqué maintenant. Bien, dit fermement Nicolas. Le réseau des couvreurs ne s'arrêtait pas aux frontières. La justice non plus ne devrait pas s'y arrêter. Le téléphone de Sarah vibra. Un message de leur équipe au centre de réunification familiale. Les jumelles que nous avons trouvées le mois dernier, leurs résultats ADN viennent d'arriver. C'est un match. Sophie serra la main de sa fille. « Vous voulez gérer leur réunion personnellement ?»« Nous le ferons. »« Tous les deux, » répondit Nicolas pour eux. « Elles auront besoin de guides qui comprennent ce qu'elles traversent. » Plus tard dans la soirée, la famille se réunit chez Thomas pour dîner. Une nouvelle tradition qu'ils avaient établie depuis leur retrouvaille. Claire était venue pour le procès, et la cuisine était remplie de la chaleur des conversations et des arômes de cuisine. Alors qu'ils s'asseyaient pour manger, Sarah regarda autour de la table, s'émerveillant de se sentir si complète. Sa mère enseignait à Nicolas sa recette secrète de saumon en croûte d'herbe. Claire et Thomas débattaient de la meilleure approche pour l'expansion internationale de leur projet. Tout semblait juste, comme si l'univers s'était enfin aligné, correctement. « J'ai eu un appel d'Etienne aujourd'hui », mentionna Sophie en passant la salade. « La transition de Lily se passe merveilleusement bien. Les deux familles prévoient une célébration commune pour son anniversaire le mois prochain. Ça devient de plus en plus courant, nota Nicolas. Des familles adoptives et biologiques qui choisissent de se mélanger plutôt que de se diviser. C'est comme des systèmes d'étoiles binaires formant des familles stellaires plus grandes. » Sarah sourit à la métaphore astronomique de son frère. « En parlant de familles stellaires, comment vont les jumelles avec la nouvelle ?»« Elles assimilent, » répondit Nicolas. « Leurs parents adoptifs sont incroyablement solidaires. Une famille propose même de déménager pour que les filles puissent être plus proches l'une de l'autre pendant qu'elles reconstruisent leur relation. »« C'est le vrai miracle dans tout cela, » observa Claire. « Pas seulement les réunions, mais la façon dont les gens choisissent de guérir ensemble. » Thomas leva son verre. « À la guérison ensemble. » Ils répétèrent tous le toast, leur pendentif en étoile captant la lumière du lustre de la salle à manger. Sarah sentit un profond sentiment de paix l'envahir. Ils avaient survécu au pire de la tempête et en étaient sortis plus forts, non seulement en tant que famille, mais aussi en tant que force de changement positif. Après le dîner, Sarah et Nicolas se glissèrent dans le jardin. La nuit était claire, les étoiles brillantes au-dessus d'eux. Ils s'allongèrent sur l'herbe, comme ils le faisaient enfants, repérant les constellations. « Tu te demandes parfois, demanda doucement Sarah, à propos de tous les autres jumeaux là-dehors, ceux qui ne savent même pas qu'ils cherchent,
Nicolas resta silencieux un moment. C'est pour ça que nous devons continuer. Chaque personne que nous aidons à trouver sa vérité est une autre étoile allumée dans l'obscurité. Sarah tendit la main vers celle de son frère, leur pendentif assorti reposant côte à côte. « Étoile jumelle » murmura-t-elle. « Guidant le chemin vers la maison » termina-t-il. Au-dessus d'eux, les vraies étoiles continuaient leur danse éternelle, tandis que dans des bureaux autour du monde, leur base de données bourdonnait de possibilités. Chaque point de données un phare d'espoir pour un autre enfant perdu, trouvant son chemin de retour vers la vérité, l'identité et l'amour. Un an après la réunion. Au phare, le phare de la Pointe du Havre se tenait transformé. La maison du gardien avait été rénovée en un centre d'accueil pour les familles commençant leur voyage de réunification, tandis que la salle de la tour, avec le mur d'enquête, de Sophie soigneusement préservé, était devenue un musée documentant l'affaire Couvreur et célébrant les réunions réussies. Sarah se tenait dans son ancien bureau au petit jardin, emballant les derniers de ses effets personnels dans une boîte. Le restaurant avait prospéré sous une nouvelle direction après le départ de Dupont, mais son propre chemin l'avait menée dans une direction différente. Demain, elle prendrait officiellement ses fonctions de directrice exécutive du réseau international de réunification familiale, supervisant des centres dans 12 pays. Besoin d'aide avec ça? La voix de Nicolas venait de la porte. Son frère venait de rentrer d'une conférence à Genève, où il avait présenté leur algorithme de motifs stellaires à un panel international sur les personnes disparues. « Je termine juste », sourit Sarah, touchant son pendentif, un geste qui était devenu la signature de leur famille. Difficile de croire que tout a commencé ici, juste ici dans ce restaurant. Nicolas prit une photo encadrée sur son bureau, la première réunion réussie qu'ils avaient facilitée, montrant Lily Chen embrassant ses parents biologiques, tandis que sa famille adoptive se tenait à côté, tous souriant à travers les larmes. « Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si papa n'avait pas décidé de venir ce jour-là » demanda-t-il. « S'il n'avait pas vu ton pendentif ?»« Je pense que nous nous serions trouvés éventuellement, » répondit Sarah. Les étoiles étaient déjà alignées, tu te souviens? Ils partagèrent un sourire complice. Au cours de l'année écoulée, leur connexion de jumeaux s'était approfondie au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Ils finissaient les phrases de l'autre, ressentaient les émotions de l'autre, et travaillaient ensemble avec une efficacité qui étonnait leurs collègues. « Maman a appelé plus tôt », dit Nicolas, l'aidant avec la boîte. « La nouvelle famille vient d'arriver au phare. Des jumeaux séparés à l'âge de 4 ans, ils ont 17 ans maintenant. » Sarah hocha la tête. Le phare était devenu un espace sacré pour les premières rencontres, un terrain neutre où les familles séparées pouvaient commencer le délicat processus de reconnexion. Sophie, avec ses années d'expérience et son empathie profonde, guidait chaque réunion avec une douce sagesse. Comment vont-ils? Choqués, submergés, mais excités. Ça te rappelle quelque chose? Nicolas sourit. Maman dit qu'ils ont tous les deux été admis dans la même université, sans savoir l'un de l'autre. Ils veulent tous les deux étudier la biologie marine. L'univers a le sens de l'humour, médita Sarah. Tu te souviens quand nous avons découvert que nous avions tous les deux étudié les motifs toute notre vie? Toi dans les étoiles, moi dans les données. En parlant de motifs, Nicolas sortit sa tablette, lui montrant les derniers résultats de leur base de données mondiale. Regarde ce groupe en Asie du Sud-Est. 3 paires de jumeaux, tous séparés par le réseau des couvreurs, tous vivant à moins de 80 km les uns des autres. Sarah étudia les données, son esprit analytique formant déjà des connexions. Nous devrons coordonner avec le centre de Bangkok. Tu as déjà montré ça à papa? Il est déjà dessus. Il a appelé quelques faveurs auprès de ses contacts dans la restauration en Thaïlande. Nous aurons un soutien local prêt quand nous commencerons la prise de contact. Ils quittèrent le restaurant ensemble, sortant dans le soleil éclatant de l'après-midi. Thomas les attendait dans sa voiture pour les conduire au phare, où toute la famille aiderait à accueillir les jumeaux et leur famille. « J'ai quelque chose pour toi », dit Nicolas alors qu'ils marchèrent vers la voiture. Il sortit un petit paquet de son sac de messager. « Ouvre-le quand nous serons arrivés. » Le trajet jusqu'à la Pointe du Havre fut rempli de conversations confortables sur l'expansion de leur travail. Thomas les mit à jour sur les dernières procédures judiciaires. Le docteur Couvreur avait été condamné à la prison à vie.
et ses complices internationaux étaient poursuivis dans leurs pays respectifs. Le réseau des couvreurs est enfin en train d'être démantelé, dit-il fièrement. Et à sa place, nous construisons un réseau d'espoir. Au phare, ils trouvèrent Sophie dans la cuisine du chalet, préparant son fameux panier de bienvenue, avec des pains au chocolat, bien sûr. Claire aidait les nouvelles familles à s'installer dans les appartements pour invités qui avaient été ajoutés à la propriété. Parfait timing, les appela Sophie. Les garçons sont sur le point de voir la salle de la tour pour la première fois. J'ai pensé. Eh bien, j'ai pensé que vous deux voudriez peut-être leur faire la visite. Sarah et Nicolas échangèrent des regards, se souvenant de leur propre première visite dans cette pièce. Nous serions honorés, dirent-ils à l'unisson. Avant de monter, Nicolas tendit à nouveau le paquet à Sarah. C'est le bon moment. Elle l'ouvrit soigneusement, révélant une petite boîte en bois avec des motifs de constellations gravés sur sa surface. À l'intérieur, niché dans du velours bleu, se trouvait un délicat bracelet en argent. De minuscules étoiles étaient espacées le long de sa longueur, et au centre, 2 étoiles plus grandes étaient entrelacées. « C'est magnifique », souffla-t-elle. « Mais quelle est l'occasion ?»« Regarde de plus près les étoiles », insista Nicolas. « Chacune représente une famille que nous avons aidé à réunir cette année. Et ici », il pointa une série de minuscules chiffres gravés au dos des étoiles centrales. « Les coordonnées du phare, là où nos propres étoiles se sont enfin alignées. » Sarah serra fort son frère dans ses bras, leurs 2 pendentifs captant la lumière de l'après-midi. D'en haut venait le bruit de pas, les jumeaux et leur famille, prêts pour leur visite. « On y va ?» demanda Nicolas, offrant son bras. Sarah glissa le bracelet à son poignet, ses étoiles scintillant aux côtés de son pendentif. « Montre le chemin, frérot. » Ensemble, ils gravirent les marches familières vers la salle de la tour, prêts à aider une autre paire de jumeaux à commencer leur voyage vers la maison. Derrière eux, le phare projetait son ombre constante, un phare d'espoir dans un monde où les étoiles perdues pouvaient encore trouver leur chemin de retour, les unes vers les autres. 5 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Thomas Bonnet était entré dans son restaurant et avait reconnu un pendentif en étoile autour du cou d'une serveuse. Le soleil se couchait sur la pointe du Havre, peignant le phare de teintes d'or et de rose, tandis que les invités se rassemblaient pour une célébration très spéciale. La pelouse entre le phare et le chalet était remplie de tables et de lumières scintillantes. Des familles du monde entier s'étaient réunies, parents biologiques, parents adoptifs, frères et sœurs réunis, tous liés par leur voyage partagé à travers le réseau de réunification familiale. Sarah se tenait au podium, son pendentif en étoile brillant, son frère à ses côtés. Devant eux, la foule rassemblée représentait des centaines de réunions réussies, des milliers de cœurs guéris. « Il y a 5 ans, commença-t-elle, sa voix portant à travers l'audience silencieuse. Ce phare m'a aidé à retrouver le chemin de la maison. Aujourd'hui, il se dresse comme un symbole d'espoir pour les familles du monde entier. Mais les vrais phares de lumière sont assis ici même. Chaque personne qui a choisi l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le confort, la guérison plutôt que la dissimulation. » Nicolas s'avança pour la rejoindre. « Notre réseau s'est développé au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. 28 centres dans 15 pays, plus de 1000 familles réunies. Mais les chiffres ne racontent pas la vraie histoire. La vraie histoire est dans les moments. Les premiers câlins, les larmes partagées, les similarités découvertes, les rires de guérison. » Au premier rang, Sophie et Thomas étaient assis avec Claire, tous les 3 portant leur propre pendentif, en étoile. Une tradition qui s'était répandue à travers l'organisation. Chaque famille réunie recevant des étoiles assorties pour symboliser leur reconnexion.